Voilà, donc on va poursuivre un peu dans l'esprit critique. Alors c'est mon premier LUDT, donc je me présente un petit peu parce qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Véronique Laborde et je viens d'Alsace, comme mon nom ne l'indique pas d'ailleurs. Et donc je suis pharmacien depuis 23 ans. J'ai travaillé 5 ans en officine et puis depuis 18 ans, je travaille dans l'expérimentation clinique de médicaments. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler du placebo et de l'homéopathie aujourd'hui. Et je vais vous citer pas mal d'exemples explicatifs qui sont tirés de la recherche clinique, mais qui s'appliquent aussi à d'autres disciplines. Donc je vais juste m'asseoir et vous tourner le dos pour pouvoir gérer mes diapos. Donc je suis désolée, mais voilà. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je veux simplement faire passer mes diapos, mais ça reste bloqué sur la première. Ah, pardon. Voilà. Tu appuies sur la barre d'espace en fait. Ah, c'est la barre d'espace, ok. Vas-y. Ok. Donc, on va parler brièvement au début de l'autodéfense intellectuelle et de la démarche scientifique. Je ne vais pas trop m'étendre parce que Serge en a déjà un petit peu parlé. Ensuite, je vous parlerai du placebo parce que l'effet placebo, c'est vraiment un superbe exemple de comment notre cerveau nous fait croire n'importe quoi. Et c'est en même temps relativement fascinant, donc on va explorer ça un petit peu. Et ensuite, on fera un petit exercice d'application de l'autodéfense intellectuelle en essayant de comprendre le phénomène de l'homéopathie. Donc je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez vous faire vous-même votre propre idée. Donc notre cerveau nous trompe, hein, on l'a vu en large et en travers avec Serge tout à l'heure. Et donc, dans ces conditions, on peut se poser la question de comment on peut avoir confiance en notre jugement. Et lorsqu'on nous présente une information un petit peu extraordinaire, comme on en voit passer sur Internet à longueur de journée, comment on va éviter de tomber dans les pièges qui nous font croire en fait des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait rationnelles. Donc on va appliquer l'autodéfense intellectuelle. Donc la première chose qu'on va faire quand on va s'intéresser à une problématique ou à quelque chose, à une information qu'on nous présente, c'est qu'on va suspendre notre jugement parce que forcément on va avoir déjà une idée préconçue de l'information qu'on nous présente. Et pour pouvoir juger de sa pertinence de manière non parasitée, en fait, on va mettre de côté tous nos préjugés, le temps de réunir suffisamment d'informations et pour prendre notre décision. Donc il y a un certain nombre de petites démarches qu'on peut faire de manière systématique. La première, c'est de vérifier les sources. Ensuite, c'est d'évaluer les arguments. On va essayer de repérer les biais de raisonnement et on va tâcher de mesurer les preuves. Donc, au niveau de la vérification des sources, évidemment, quand on vous présente une information, vous allez vous inquiéter de savoir déjà qui est-ce qui propage cette information. Est-ce que c'est un scientifique? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un activiste? Donc, ça va déjà vous situer le contexte. Vous allez aussi regarder où cette information est diffusée. Donc, pareil, sur quel type de médias? Est-ce que c'est une presse scientifique? Est-ce que c'est plutôt des militants? Quel type de support finalement? Et on va s'inquiéter de savoir aussi quand l'information a été divulguée, parce qu'on voit de temps en temps passer sur Internet des informations qui sont comme des scoops, etc. Et puis quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte que c'est des études qui ont été faites il y a 20 ans. Donc là, on peut aussi s'inquiéter de savoir quelles sont les nouvelles informations qu'on a eues depuis 20 ans et quel crédit on peut apporter à ce qu'on voit. Pareil, en s'inquiétant de savoir où l'information a été publiée la première fois, si on se rend compte que ça vient du Gorafi, par exemple, eh ben, on ne va peut-être pas perdre du temps à essayer de chercher si c'est vrai ou pas. Et donc, dans les preuves qu'on peut nous présenter, soit dans des articles ou bien dans des débats télévisés, des émissions, etc., on va pouvoir mesurer un petit peu les preuves sur une échelle de fiabilité.
Donc les preuves les moins fiables, en fait, elles viennent de la rumeur ou de l'opinion. Ensuite, on a les témoignages rapportés. Alors, les témoignages rapportés, c'est le cousin de l'oncle de ma tante, un collègue dont la belle-sœur, etc. Donc là, on se rend bien compte que l'information, jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à vous, elle a pu être largement déformée, et vous n'avez aucune idée non plus du contexte dans lequel cet événement a été vécu. On a ensuite le témoignage direct. Donc ça, c'est la personne avec qui vous parlez qui témoigne parce qu'elle a vécu l'événement. Et donc, on a beaucoup tendance à croire qu'un témoignage direct, c'est quelque chose de très fiable. Et Serge vous en a aussi parlé tout à l'heure. En fait, vous voyez que sur l'échelle de fiabilité, le témoignage direct, il est loin d'être à droite. Donc ça, c'est dû en fait que le témoignage est lié en fait à nos souvenirs. Nos souvenirs peuvent être déformés. Parce que le souvenir, finalement, peut être, plus il est lointain, plus il va être déformé quand vous allez le rappeler. Et puis, il va être influencé, évidemment, par toutes les choses subjectives qui ont trait, finalement, à ce que vous avez vécu. Donc, le témoignage direct, c'est pas... D'ailleurs, c'est bien connu des enquêteurs de police, un témoignage, c'est jamais une preuve, en fait. Ensuite, dans l'échelle de fiabilité, on a ce qu'on appelle les études rétrospectives. Donc là, on va effectivement examiner des données existantes qui ont été récoltées dans le passé. C'est pour ça que c'est rétrospectif. Donc on trouve ça, c'est un genre d'études par exemple qui sont faites quand on va essayer d'expliquer ou de montrer par exemple qu'il y a plus de naissances les jours de pleine lune. Donc ça c'est assez facile, il suffit d'aller finalement soit dans les hôpitaux, soit à l'état civil pour avoir le nombre de naissances par jour et ensuite mettre ça en parallèle avec les phases de la Lune. C'est fait aussi beaucoup par les assurances qui ont des fichiers finalement de données assez importants et où ils vont pouvoir finalement étudier tel type de profil de conducteur, par exemple, quel type de conducteur a le plus d'accidents mortels, par exemple. Donc ça, c'est des études rétrospectives. On prend les données qui sont à notre disposition et on les analyse. Ensuite, on a les études prospectives. Alors là, il y en a de deux sortes. Il y a les études observationnelles et les études interventionnelles. Alors les études observationnelles, ça consiste à un moment donné à se dire, à partir de maintenant, je veux étudier un certain phénomène. Par exemple, je veux savoir si le fait d'habiter à côté d'une antenne relais provoque des cancers du cerveau, par exemple. Donc on va fixer une date de début, on va choisir une population qu'on va étudier. Donc là, par exemple, des personnes qui habitent à proximité et des personnes qui n'habitent pas à proximité. Et on va simplement laisser les choses suivre leur cours et faire des mesures régulièrement pour à la fin pouvoir les analyser et en tirer quelque chose. Au contraire, les études interventionnelles, là, on va nous-mêmes provoquer l'expérience. On ne va pas se contenter d'observer ce qui se passe, on va nous-mêmes administrer quelque chose, on va faire bouger une variable et étudier l'impact de cette variable sur le phénomène qu'on étudie. Donc là, on est déjà dans un domaine de fiabilité qui est très fort. Et donc là, vraiment, le stade ultime de fiabilité, c'est la méta-analyse. Donc la méta-analyse consiste finalement à collecter toutes les études qui ont déjà été faites sur le sujet et à les analyser de manière globale. Alors finalement, quand vous évaluez l'argumentaire de votre interlocuteur, vous allez devoir évaluer la fiabilité de ses arguments. Et la manière la plus sûre d'avoir un argument fiable, c'est que l'argument soit basé sur des faits et sur une connaissance. Et donc le moyen finalement de savoir ce qu'on sait, c'est l'expérimentation scientifique. Donc pour ça, on va appliquer les principes de la démarche scientifique. Le premier principe, c'est de rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire que finalement, une hypothèse, on ne va jamais pouvoir la prouver. On va simplement estimer qu'elle est préférable à d'autres parce qu'elle résiste mieux à l'expérimentation. Donc le but, ça va être non pas de tester que notre hypothèse est vraie, ça va être de tester que notre hypothèse est fausse. Donc c'est ça qu'on appelle l'hypothèse nulle.
Et on va en fait tâcher de montrer qu'elle est fausse, parce que si on trouve un contre-exemple à notre hypothèse, eh ben, on va pouvoir finalement l'invalider. C'est le moyen le plus sûr finalement d'acquérir une connaissance. Alors pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, finalement, il faut que notre hypothèse soit testable, puisqu'il faut qu'on puisse au minimum imaginer une expérience dans laquelle on va pouvoir tester l'hypothèse nulle, c'est-à-dire on va pouvoir tester que notre hypothèse est fausse. Alors bien souvent, on a des hypothèses qui ne sont pas testables, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer une expérience qui puisse le prouver. Alors dans ce cas-là, l'hypothèse elle est peut-être vraie, mais on n'en sait rien, et puis d'ailleurs on ne le saura pas puisqu'on ne pourra pas l'expérimenter. Donc finalement, l'hypothèse testable, c'est celle qui va vraiment nous mener à une connaissance, alors qu'une hypothèse qui n'est pas testable, qui n'est pas réfutable, le seul moyen d'y croire finalement, c'est la foi. On n'aura pas d'autre alternative que la foi pour croire là-dedans. Alors en fait, pour tester notre hypothèse nulle, on ne va évidemment pas pouvoir faire ça sur tous les cas possibles de la planète. On va choisir un échantillon représentatif et cette expérience, on va la répéter un grand nombre de fois. Alors on va la répéter nous-mêmes, mais aussi on va donner la recette à d'autres personnes qui s'intéressent au sujet et qui vont eux-mêmes aussi la répéter. Au fur et à mesure des répétitions, on va affiner l'hypothèse, on va corriger, on va peut-être détecter des biais qu'on n'avait pas vus au début et on va refaire les expériences de mieux en mieux. Et si au bout d'un très grand nombre d'expériences, on n'a pas réussi à rejeter l'hypothèse nulle, on va accepter notre hypothèse comme la plus raisonnable et on va aboutir à un consensus. Le consensus, c'est quand toutes les personnes qui travaillent sur le sujet se mettent d'accord pour dire oui, cette hypothèse-là, c'est la plus vraisemblable, c'est celle-là qu'on va utiliser et on va bâtir là-dessus une théorie. Alors, quand on parle de théorie, il faut bien comprendre que la théorie, c'est vraiment le phase ultime de l'expérimentation. Ça veut dire que la théorie, elle est déjà passée par tout le circuit de l'expérimentation, de la répétition, etc. Donc, c'est quelque chose qui est robuste. Dans l'expérimentation, en fait, on va tâcher de montrer une différence avec le hasard. Donc, ça, Serge vous en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas détailler ça outre mesure. Et on va faire ça en prenant un risque mesuré, puisque finalement, comme on va travailler sur des échantillons, à un moment donné, on va devoir extrapoler notre hypothèse au monde entier, finalement. Et en faisant ça, on prend un risque, puisque ça va être une question, finalement, de probabilité et de statistique. Et donc, on va choisir nous-mêmes la taille du risque qu'on va prendre. Alors, dans l'expérimentation clinique de médicaments, par exemple, le risque qui est le plus communément admis, c'est 5%. Mais on teste aussi assez souvent à 1%. C'est-à-dire que quand on va faire notre étude, on va accepter qu'on prend un risque de 5% de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Donc ça, c'est le risque mesuré. Alors, comment on teste une hypothèse ? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des études observationnelles et interventionnelles. Et en fait, dans le cadre des études interventionnelles, en fait, on va vouloir contrôler les biais. Et pour ça, il y a 3 grands principes qu'on va appliquer à toutes les expériences. Le premier, c'est qu'on va faire des études contrôlées. Ça veut dire que quand vous allez faire votre expérience, vous allez avoir un groupe où vous allez tester et un autre groupe qui va vous servir de contrôle. Et ça permet d'éliminer toutes les causes extérieures qui vont influencer l'observation de ce que vous expérimentez. Le deuxième principe, c'est de faire des études randomisées. Donc ça, c'est pour éviter qu'il y ait des groupes hétérogènes entre le groupe test et le groupe témoin. Donc on va attribuer finalement le test ou le contrôle, on va l'attribuer au hasard. On ne va pas choisir quand est-ce qu'on va faire le test, quand est-ce qu'on va faire le contrôle, c'est fait au hasard. Et le troisième principe, c'est de faire l'expérience en double aveugle, c'est-à-dire que ni l'expérimentateur, ni la personne qui subit l'expérience ne sait si elle est dans le groupe test ou dans le groupe contrôle. Alors, je vous ai mis un petit exemple de protocole de recherche clinique. Donc, par exemple, j'ai ce comprimé vert que j'ai envie de tester dans une certaine pathologie. Et donc, le premier principe, c'est qu'il faut que je trouve un comparateur.
Donc je peux choisir par exemple ce comprimé bleu qui est le traitement qui est déjà utilisé dans cette pathologie et qui va me servir de base comparative. Ou alors je peux aussi utiliser un placebo. Donc c'est un médicament où il n'y a pas de substance active. Donc là c'est une gélule rouge. Donc j'ai mon comparateur. Maintenant le deuxième principe c'est qu'il va falloir que je mette ça en aveugle. Parce que là si je donne un comprimé bleu ou une gélule rouge, tout le monde va savoir ce que c'est. Ah oui, j'ai oublié que d'abord, avant de commencer, évidemment, on écrit un protocole. Donc dans le protocole, on va définir très précisément quelle est notre hypothèse, sur quelle population on va la tester. On va définir à l'avance quel est le critère de décision, quelles mesures on va faire, avec quels appareils et quel traitement statistique on va faire. Donc la mise en aveugle, eh bien, on a une personne qui, elle, c'est la seule personne qui est ce qu'on appelle en ouvert, qui va dissimuler. Donc là, on a un placebo qui est une gélule rouge. Donc finalement, on va mettre nos deux autres comprimés aussi dans une gélule rouge, de façon à ce que le médecin et le patient aient l'impression de tous prendre la même chose. Et donc, la correspondance, on va numéroter aussi chaque traitement. Et la correspondance entre le numéro du traitement et ce qu'il y a dedans est conservée dans une liste qui s'appelle la liste de randomisation et qui est gardée sous scellé pendant toute la durée de l'étude. Donc une fois qu'on a fait cette mise en aveugle, on va recruter des médecins qui vont participer à l'étude et qui seront eux en aveugle. Les médecins vont recruter des patients et ensuite, troisième principe, on va attribuer les traitements au hasard aux patients et personne ne sait qui reçoit quoi. De la même manière, le personnel soignant qui va enregistrer les résultats est en aveugle aussi, hein, donc ils vont remplir dans des cahiers d'observation les effets secondaires, enfin toutes les mesures qu'on a prévu de faire dans le protocole. Et à la fin de l'étude, on rentre tout dans une base de données. Et la base de données, elle est figée, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir la changer. Ou alors, si on la change, on saura par qui et quand. Et une fois que, donc ça s'appelle le gel de base, une fois que le gel de base est effectué, on va ouvrir le code. Ça s'appelle la levée d'aveugle. Et on va pouvoir apparier chaque traitement avec les patients qui l'ont reçu. On va pouvoir analyser les données de chaque groupe et à la fin faire l'analyse statistique. Alors l'analyse statistique, évidemment, elle est en ouvert, puisque maintenant on sait qui a reçu quoi. Mais par contre, on va pas pouvoir inventer ou modifier l'analyse pour qu'elle aille dans le sens de ce qu'on veut montrer. On est obligé, en fait, de faire l'analyse statistique qui était prévue au départ au protocole. On ne va pas pouvoir faire des analyses ad hoc pour que ça aille dans le sens de ce qu'on veut. Alors ça, c'est un protocole de recherche clinique, c'est hyper carré, voilà. Mais on peut très bien aussi faire des protocoles de ce type-là dans d'autres domaines, par exemple. Je vais vous montrer un protocole de test paranormal qui a été fait sur les sourciers. Donc les sourciers, c'est ces personnes qui arrivent à détecter de l'eau dans le sous-sol au moyen d'un pendule ou d'une baguette. Et donc il y a quelques dizaines d'années, il y avait une hypothèse par rapport à comment fonctionne le don de sorcellerie. Eh bien, on supposait que dans le sol émet des radiations magnétiques. Et que quand il y a une présence d'eau dans le sous-sol, il y a une différence de champ magnétique. Et le sourcier, en fait, c'est une personne qui possède dans son organisme des capteurs qui vont être capables de détecter cette variation de champ magnétique. Et ces capteurs sont concentrés au niveau du talon. Donc quand le sourcier pose son pied sur le sol, quand il y a de l'eau dans le sous-sol, donc il va capter avec ses capteurs cette différence de champ magnétique et ça va émettre un signal qui va être propagé à l'intérieur de son corps et qui va agir sur le muscle du bras en le faisant se contracter et ce qui va amener le mouvement du pendule ou de la baguette. Et donc dans les années 80, il y a un scientifique qui s'appelle Yves Rocard qui était finalement adepte de cette hypothèse et qui a voulu la tester. Donc il s'est dit, finalement, un champ magnétique, c'est hyper facile à faire. Donc il a fabriqué un petit appareil avec un interrupteur qui permet de générer un petit champ magnétique. Voilà, donc il va demander au sourcier de poser son pied dessus quand l'appareil est éteint. Donc il ne génère pas de champ magnétique. Et il va observer que le pendule ne bouge pas. Ensuite, il va lui demander de mettre son pied sur l'appareil qui a été mis en route et qui génère donc un petit champ magnétique. Donc le sourcier pose son pied dessus et là, miracle, le pendule bouge. Donc qu'est-ce qu'il en déduit là, Yves Rocard? C'est que finalement, il a mis en évidence que le don de sorcellerie est bel et bien médié par des variations de champ magnétique qui sont transmis aux muscles.
Alors, il y a quand même un problème avec cette expérience de Yves Rocard qui a été faite dans les années 80. On commençait juste un petit peu à découvrir et à travailler sur les biais cognitifs. Et cette expérience, en fait, elle n'a pas du tout été faite en aveugle, elle a été faite en ouvert. Ça veut dire que le sourcier, en fait, il savait si l'appareil était allumé ou éteint quand il a fait son expérience. Et donc là, on a un énorme biais expérimental. C'est pourquoi, plusieurs années après, une autre équipe a reproduit cette expérience, mais cette fois en aveugle. Donc on a demandé d'abord au sourcier de poser son pied sur le sol pour vérifier qu'il était bien neutre et pour s'assurer qu'il n'y avait pas de facteur extérieur qui allait parasiter notre observation, que la seule modification, ça serait le champ magnétique produit par le petit appareil. Et donc effectivement, le pendule ne bouge pas, donc le sol est bien neutre. Ensuite, il y a une personne qui est en ouvert et qui va, elle, allumer ou éteindre l'appareil dans un ordre aléatoire. Et selon une séquence que lui seul connaît. Donc on va demander toujours au sourcier de poser son... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon... Je ne sais pas. C'était où d'ailleurs? J'étais là. Et... Voilà. Si on fait ça, ça fait pareil. Ça va marquer reprendre. Je ne sais pas si ça va aller mieux. Ouais, c'est bon. Voilà, donc on va demander au sourcier de poser son pied plusieurs fois. On va répéter l'expérience plusieurs fois. Et il ne sait pas si l'appareil est allumé ou pas. Et on va demander aussi à une tierce personne, qui est aussi en aveugle, d'enregistrer les mouvements du pendule. Donc là, on est vraiment, on a éliminé tous les biais possibles. Quand on a réalisé l'expérience un certain nombre de fois, on va donc décoder la séquence. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que finalement, il n'y a pas de différence par rapport au hasard entre le nombre de fois où le pendule a bougé quand c'était éteint et le nombre de fois où le pendule a bougé quand c'était allumé. Il n'y a pas de différence avec le hasard. Donc on a invalidé l'expérience d'Yves Rocard. Alors là, il faut aussi faire attention au biais de raisonnement. Puisque là, finalement, qu'est-ce qu'on a montré dans cette expérience? Est-ce qu'on a montré que le don de sorcellerie n'existe pas? En fait, voilà, on n'a pas du tout montré que ça n'existe pas. Au fait, on n'en sait rien, ça existe peut-être, mais avec cette expérience-là, on ne peut pas le démontrer. Là, ce qu'on a simplement démontré, c'est que ça ne passe pas par un mécanisme de détection de champ magnétique. Ça, c'est invalidé. Par le pied, voilà. Et donc, c'est un peu un raisonnement qu'il faut avoir à l'esprit quand on regarde un petit peu les expériences qui sont faites, etc. C'est qu'il faut vraiment tenir compte, comme le dit Bernard Le Bouillet de Fontenelle, c'est de bien nous assurer du fait avant de nous inquiéter de la cause. Donc là, ce qu'on aurait pu faire, en fait, c'est d'abord essayer de voir si effectivement les personnes qui se disent sourciers ont réellement un don ou si c'est simplement dû au hasard. Alors, on peut imaginer un protocole qui fait ça, mais je ne vais pas en parler, sinon ça va être trop long. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'effet placebo. Donc, vous avez vu que l'effet placebo, on l'a aussi dans notre protocole de sourcier, au fait. Hein, le placebo, c'est notre appareil quand il est éteint. On en a parlé dans l'expérimentation, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'effet placebo. Et donc, on a en fait plusieurs définitions du placebo. Donc là, je vais être dans le contexte du médicament, mais ça peut s'appliquer à d'autres disciplines aussi. Donc, on a d'abord une définition du Larousse médical qui dit que c'est une préparation dépourvue de tout principe actif et qui est utilisée à la place d'un médicament pour son effet psychologique. On a une autre définition qui est intéressante de Jean-Jacques Aulas en 2002 qui propose que l'effet placebo, c'est la différence entre la modification constatée, donc qu'on observe, et celle qui est réellement imputable à l'action pharmacologique de la drogue. Et il y a une autre définition de Bourreau et Coichard en 2003 qui dit à peu près la même chose. Donc eux, ils disent que toute substance active comporte à la fois des effets spécifiques et des effets non spécifiques bénéfiques pour le patient. Et en fait, c'est cette composante non spécifique qui va constituer l'effet placebo. Donc visuellement, qu'est-ce que ça donne? Si on étudie un certain symptôme et son devenir dans le temps selon 3 conditions,
Donc là, je n'ai pas mis d'échelle, les proportions sont fictives, c'est juste pour l'exemple, hein. Donc on a un effet qu'on observe sur ce symptôme quand on va administrer une substance active au patient. On observe un autre type d'effet qui est plus faible quand on administre un traitement qui ne contient pas de substance active. Et on a un troisième effet qui est encore plus faible sur des personnes qui ne prennent aucun traitement. Alors, de quoi est composé finalement cet effet? On a d'abord l'évolution spontanée du symptôme. Il faut savoir que 90% des maladies se résolvent par elles-mêmes. Donc effectivement, si on étudie un symptôme au cours du temps, il va évoluer spontanément, le plus souvent vers la guérison, mais parfois aussi vers une aggravation. Voilà. Et donc cette évolution spontanée, c'est exactement ce qu'on trouve dans le groupe sans traitement. Ensuite, on va avoir un effet qui est dû à la régression à la moyenne. Donc ça, c'est un petit truc statistique en fait, qui est lié à la variabilité de ce qu'on mesure. Donc un petit exemple, par exemple, c'est la tension artérielle. Vous avez tous une tension artérielle moyenne que vous connaissez, puisque normalement le médecin vous la prend à chaque fois que vous y allez. Et c'est une valeur moyenne, parce qu'en fait, si vous avez une tension moyenne de 12, vous n'allez pas à chaque fois que vous allez chez le médecin être mesuré à 12, vous allez fluctuer autour de votre moyenne, et on peut très bien vous mesurer à 13 et le lendemain à 12, mais ça ne veut pas dire que vous avez amélioré votre tension, ça veut simplement dire que vous avez régressé vers votre moyenne. Donc ça, ça peut être une composante de l'effet global qu'on observe, mais ce n'est pas lié à la substance active. C'est la régression à la moyenne. Ensuite, on a des biais statistiques. Donc là, je ne vais pas non plus entrer dans le détail, mais qui sont liés souvent à l'hétérogénéité des groupes qu'on compare. D'où l'importance de la randomisation dans les essais. Ensuite, on a des effets contextuels, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, en dernier, on a l'effet propre du médicament. Donc là, on retrouve bien la définition de Bourreau et Coachard, hein, qui dit que la substance active, elle a des effets non spécifiques et des effets spécifiques. Et on retrouve la définition de Jean-Jacques Hollard qui dit que l'effet placebo, c'est la différence entre l'effet total et l'effet spécifique. Donc ça veut dire qu'ici, le groupe sans substance active, c'est ce qu'on appelle le groupe placebo. Et le groupe sans traitement, c'est ce qu'on appelle un groupe témoin. C'est ce qui a permis de mettre en évidence que le placebo avait plus d'effets que de ne rien prendre. Alors qu'est-ce que c'est que ces effets contextuels? On a deux dimensions dans l'effet contextuel. On a une dimension qui s'appelle l'attente. Donc c'est finalement ce que le patient attend quand il reçoit un traitement et qui va être modulé par un tas de choses liées au contexte. L'attention du soignant, sa conviction, la relation de confiance que vous avez avec lui, la durée de la consultation, votre état émotionnel. Et il y a aussi un effet qu'on appelle l'effet Hawthorne, qui est en fait ce qu'on observe quand un sujet participe à une étude. Il va avoir en fait une attente de résultat qui est plus importante que hors étude. Donc ça c'est pris en compte dans l'effet placebo aussi. La deuxième composante, c'est le conditionnement. Donc le conditionnement, en fait, c'est lié à vos propres souvenirs, à votre expérience passée. Ça va être modulé par le lieu de votre consultation et finalement au vécu que vous avez par rapport à ce lieu et des maladies antérieures. Ça va avoir aussi avec le prix de la consultation, la difficulté d'obtention d'un rendez-vous ou du médicament, l'aspect du médicament en lui-même, son mode d'administration ou son nom commercial. Donc finalement, à l'heure actuelle, on a tendance à ne plus trop utiliser le terme d'effet placebo, on va utiliser le terme d'effet contextuel. L'effet contextuel, c'est la réduction d'un symptôme à la suite de la perception par le sujet des facteurs liés à l'intervention thérapeutique. Donc ça peut très bien se transposer à un autre domaine que l'expérimentation clinique finalement. C'est vraiment le contexte de l'expérience. Donc le conditionnement et l'attente, c'est quoi? Donc finalement, le conditionnement, c'est cette petite chaîne que je vous ai représentée. C'est ce qu'on a tous dans nos sociétés finalement modernes. C'est un schéma qu'on a tous en nous. On a tous été conditionnés à ça. Hein. Quand on est malade, on va consulter pour avoir une ordonnance qui nous donne un traitement et ce traitement nous guérit. Donc quand on dit des fois que le fait d'aller consulter un médecin, c'est déjà 50% de la guérison,
bah, c'est pas tellement déconnant finalement. Alors 50%, je ne sais pas si c'est vraiment 50%, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez en bout de chaîne à gauche aller consulter, bah, ça veut dire déjà que vous avez une attente de guérison qui va influencer finalement votre perception de comment le médicament agit. Alors il y a une petite expérience qui met ça en évidence, le conditionnement. Si on administre en fait un placebo à 3 groupes de patients, dans le premier groupe, on leur fait une présentation peu convaincante du médicament. Voilà, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais bon, on va essayer, on ne sait pas si ça marche, etc. Le deuxième groupe, on fait une présentation neutre. Voilà, on leur dit simplement, bah voilà, je vais vous administrer un médicament pour votre symptôme. Et dans le troisième groupe, une présentation hyper enthousiaste, c'est le meilleur médicament qu'on ait, ça marche à tous les coups, etc. Et quand on analyse les résultats, on voit que effectivement l'effet est bien supérieur lorsque on a un conditionnement positif. Alors il y a une autre expérience qui est intéressante qui montre un petit peu le rôle du personnel soignant, l'attente du personnel soignant, qu'est-ce que ça a comme influence. Donc là c'est pareil, on va séparer les patients en 2 groupes. Le groupe 1 va recevoir du placebo systématiquement. Et le groupe 2, ils vont recevoir d'une manière aléatoire soit le placebo, soit un opioïde. Donc là, c'est dans un contexte de symptômes de douleur. Et l'opioïde, c'est de la morphine, par exemple. C'est un analgésique très puissant. Alors les patients, eux, ils ne savent pas dans quel groupe ils sont. Donc on va leur présenter l'expérience en leur disant, vous allez recevoir aléatoirement soit le placebo, soit l'opioïde. Ça, c'est ce qu'on dit à tous les patients, groupe 1 ou groupe 2. Le médecin, par contre, lui, il va savoir quel patient est dans le groupe 1 et quel patient est dans le groupe 2. Mais dans le groupe 2, il ne va pas savoir ce que le patient reçoit. Il ne va pas savoir si c'est le placebo ou l'opioïde. Il sait simplement dans quel groupe le sujet est susceptible potentiellement de recevoir l'opioïde. Et quand on compare les effets des 2 groupes placebo, l'analgésie est supérieure dans le groupe 2 par rapport au groupe 1. Et ça, c'est lié au fait que le médecin, comme il sait que dans le groupe 2, le patient peut recevoir le médicament actif, il a une attente renforcée par rapport aux résultats et il va communiquer cette attente par des signes imperceptibles, mais que le patient va percevoir de manière inconsciente et qui fait qu'en fait, il va transférer son attente au patient, alors que le patient avait eu le même conditionnement au départ que dans le groupe 1. Donc ça montre comment c'est important en fait, que les études soient faites en double aveugle, puisque l'expérimentateur a une influence sur le résultat. Alors qu'est-ce que le placebo n'est pas, puisqu'il y a certaines idées reçues. D'abord, le placebo n'est pas toujours bénéfique. Donc c'est vraiment le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec la définition de Bourreau et Coachard. C'est que moi je vois ça tous les jours en recherche clinique. Le placebo peut tout à fait produire des effets secondaires et c'est bien connu. D'ailleurs, vous seriez étonné de voir la proportion de patients qui ont des effets secondaires, des fois très importants, avec un placebo. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Alors l'effet placebo, vous le savez certainement, ça vient du latin, ça veut dire « je plairais ». Et l'effet nocebo, c'est « je nuirais ». Donc finalement, le nocebo, c'est l'anti-placebo, mais ça existe. Le placebo, ce n'est pas uniquement subjectif. En fait, il y a des études qui ont montré que dans l'effet placebo, il y a des choses qu'on peut mesurer, il y a des phénomènes physiologiques qui se produisent. Le premier qui a mis ça en évidence, c'était Levin, en 1978, qui a étudié en fait, ce phénomène sur des personnes qui avaient subi des extractions dentaires dans un contexte de douleur. Et donc, il va administrer à un groupe de patients un placebo, immédiatement suivi par une injection de naloxone. Alors, c'est quoi la naloxone ? Vous savez sûrement que dans un contexte de douleur, notre organisme met en place un mécanisme physiologique. Notre corps va sécréter des neurotransmetteurs qui s'appellent les endorphines, qui ont une structure qui est la même que la morphine finalement, et qui vont aller se fixer sur des récepteurs morphiniques. Ils vont activer ces récepteurs et ça va engendrer une analgésie naturelle. Et la naloxone, c'est un produit qui va se mettre sur les récepteurs morphiniques et qui va les bloquer. Donc ça va empêcher l'analgésie générée par les endorphines. Et dans le deuxième groupe, on administre 2 fois du placebo. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc dans le groupe qui n'a reçu que le placebo, il y a une analgésie qui se produit, qui est due à l'effet placebo. Et dans le groupe qui a reçu la naloxone, donc où on a bloqué le phénomène d'analgésie endogène, on voit que l'effet analgésique est réduit par rapport à l'autre groupe. Donc là, on a bien montré que dans l'effet placebo contre la douleur, il y a un phénomène qu'on peut mesurer
qui est physiologique. Et ça a même pu être observé aussi en image avec une technique d'imagerie médicale qui s'appelle le PET scan. C'est une technique qui permet de visualiser l'occupation des récepteurs à un certain neuromédiateur et à visualiser en fait les réseaux de neurones qui sont impliqués dans la réaction. Et donc tout à gauche, vous avez les réseaux de neurones qui sont impliqués dans la réponse à la morphine, donc tout ce qui met en jeu les neurones qui ont des récepteurs morphiniques. L'image du milieu, c'est ce qu'on observe avec le placebo. Donc là, on voit qu'il y a aussi des réseaux de neurones qui sont activés, donc c'est quelque chose de tout à fait objectif. Et l'image C, c'est les réseaux communs aux deux mécanismes. Donc là, on peut se dire, bah oui, c'est normal qu'on voit quelque chose avec le placebo, puisqu'on a un système endogène qui fait de l'analgésie. Mais en fait, on n'a pas observé ça que dans la douleur, mais aussi dans d'autres pathologies. Par exemple, dans la dépression, avec un placebo, on est capable d'activer des réseaux de neurones qui mettent en jeu la sérotonine. Or, dans la dépression, on a un déficit de sérotonine. On donne un placebo et on active les réseaux de sérotonine. Et la même chose dans le Parkinson. Dans le Parkinson, c'est une maladie où on a un déficit de dopamine. Et dans la maladie de Parkinson, on observe exactement le même genre d'image sur les réseaux de neurones dopaminergiques. Donc on a vraiment quelque chose de tout à fait objectif. Alors le placebo n'est pas présent de manière égale chez tous. Ça, vous savez peut-être, tout le monde ne réagit pas, tout le monde n'est pas placebo-répondeur. Donc par exemple, dans la douleur, on a pu voir qu'on a 14% des patients qui sont des répondeurs constants, qui vont toujours répondre à l'effet placebo. On a 31% qui sont des non-répondeurs constants, donc qui ne vont jamais avoir aucun effet placebo dans la douleur. Et 55% des gens qui sont des répondeurs intermittents. Une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Et donc, au vu de ça, on a essayé en fait, de définir des traits de personnalité du placebo-répondeur. Et on n'a pas pu trouver de profil type du placebo-répondeur. Et donc, on en déduit que l'effet placebo est dû à des facteurs situationnels plutôt qu'à une prédisposition individuelle. Et donc, de ce fait, tout le monde peut être un jour placebo-répondeur selon les facteurs contextuels. Alors, ne dites pas, non, moi, l'effet placebo, jamais. Ça peut très bien vous arriver. Le placebo, ce n'est pas non plus quelque chose de magique ou de surnaturel. Donc, Serge vous a parlé du principe de parcimonie tout à l'heure. Donc ici, en fait, l'effet du placebo, on peut très bien l'expliquer, on peut le tester, on peut le mesurer. On a une explication de pourquoi ça marche. C'est en fait tous les effets de conditionnement, etc., qui sont liés aussi à nos biais de perception, etc. Donc il n'y a aucune raison d'aller chercher un phénomène magique là-dedans. On a une explication tout à fait satisfaisante. Alors il y a un profil par contre du placebo type. On sait qu'un placebo est bien meilleur s'il nécessite une consultation longue, par exemple, s'il est prescrit, s'il est administré en hôpital, puisque là, on va avoir une attention du personnel soignant. Il est plus efficace s'il est rouge. Je ne sais pas vous dire pourquoi. C'est plus efficace aussi si c'est injectable, parce que, voilà, intuitivement, on pense que quand on reçoit une piqûre, ça va être plus efficace que quand on mange un comprimé. Ça marche mieux si c'est cher. Ça marche mieux si c'est compliqué à prendre. Et puis, il y a un grand rôle aussi du nom commercial du médicament. Par exemple, si c'est un nom latin, ça fait scientifique, etc. Et puis, c'est vrai qu'avec le nom commercial, on peut faire des super placebos, finalement, un peu comme on veut. Alors, finalement, si le placebo marche si bien, on pourrait l'utiliser comme médicament chez les patients. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, si on regarde un peu le cadre réglementaire de l'utilisation du placebo en France, il n'y a pas finalement de loi qui régisse l'utilisation du placebo en clinique. Il y a un cadre qui est défini dans les essais cliniques, mais dans l'utilisation à l'hôpital, avec les patients, dans le cabinet du médecin, etc., il n'y a pas de législation. Donc, on va se baser en fait sur le code de déontologie médicale qui dit deux choses, entre autres. Qui dit que le médecin a l'obligation de veiller à préserver ou restaurer la santé physique ou morale des individus, et qui d'autre part dit que le médecin a la liberté de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime le plus appropriées en la circonstance.
Et donc, si on se base là-dessus, un placebo, finalement, peut très bien être prescrit comme n'importe quel autre médicament à l'appréciation du médecin. Quel est le cadre éthique de l'utilisation du placebo en tant que médicament? En fait, on a toujours dans la déontologie médicale deux principes qui vont un petit peu s'affronter. On a d'une part le devoir de soulager ou guérir qu'on a vu avant, et d'autre part, on a le devoir de donner une information claire et loyale au patient. Donc avec un placebo, on va un petit peu se trouver au milieu de ces deux principes. Par exemple, est-ce qu'il est acceptable de mentir au patient en lui faisant passer un placebo pour un traitement classique? Et si on ne le fait pas dans le but de donner une information claire, dans ce cas-là, comment on pourrait utiliser le placebo sans altérer son effet? Sachant que le placebo peut être une alternative thérapeutique. Donc on peut soulager avec le placebo, mais voilà, est-ce qu'on peut lui mentir, etc. Donc là, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de bienveillance, qui dit qu'on va prescrire un médicament dans le but de soulager. Et donc, selon ce principe-là, la prescription de placebo est considérée en accord avec les règles d'éthique, du moment qu'elle constitue le meilleur traitement disponible pour le patient. Donc, c'est vraiment le meilleur traitement disponible pour le patient. Donc, ça, dans la pratique, ça veut dire quoi? Eh ben, on peut très bien utiliser, par exemple, un placebo en supplémentation d'un traitement existant, mais qui n'est pas totalement efficace, ou qui présentent des effets secondaires, et donc on hésite à augmenter les doses pour avoir plus d'effets. Bon, on peut très bien rajouter un placebo, et on va pouvoir augmenter l'effet sans augmenter les doses du médicament actif. On peut aussi l'utiliser en relais d'un traitement en place, et donc là on va utiliser le phénomène de conditionnement, et en fait c'est une pratique qui est actuellement en discussion, intéressante, par exemple dans les sevrages toxicomaniaques, par exemple. C'est quelque chose qu'on pourrait utiliser. Ou alors, on peut l'utiliser comme traitement à part entière, en cas d'échec de tous les autres traitements, ou quand on n'a aucun traitement disponible, reconnu actif pour cette maladie. Alors, il y a un effet pervers quand même à utiliser le placebo, en sachant qu'il n'y a rien dedans. C'est que, en fait, ça renforce chez le malade une confiance dans le recours obligatoire aux médicaments. Ça renforce le fait que pour aller mieux, il faut manger quelque chose. Et finalement, il existe d'autres moyens thérapeutiques. Il y a les thérapies... Ce risque existe déjà. On est déjà conditionné. On est déjà conditionné, mais absolument, absolument. Mais on n'a peut-être pas envie d'entretenir ça. On peut essayer peut-être à un moment de casser ça. Tu n'as pas dit si dans ce cas-là, on dit aux patients que c'est un placebo? Alors, ça marche aussi quand le patient le sait, dans certaines circonstances. J'avais prévu 2 diapos, je les ai enlevés parce que sinon c'était trop long, mais on peut en reparler tout à l'heure si vous voulez. Pour ceux qui ont la patience de rester, après je vous montrerai 2 expériences par rapport à ça. Dis-moi, est-ce qu'il peut y avoir une cumulation d'effets placebo chaque fois qu'on ajoute un médicament? Oui. Donc la question c'était, est-ce qu'on peut avoir un effet cumulatif si on administre plusieurs placebos et plusieurs... Voilà, oui, absolument, oui. Donc ça, c'est un petit peu l'effet pervers d'utiliser le placebo, alors que d'autres thérapeutiques qui ne contiennent pas de médicaments existent. Et donc finalement, les cliniciens qui travaillent sur l'effet placebo, sur l'utilisation du placebo, ils s'accordent presque tous à dire que non au placebo en tant que médicament en tant que tel, mais oui à l'effet placebo. Alors ça veut dire qu'en fait, le but, ce serait de ne pas utiliser de médicaments placebo, mais de susciter les facteurs non spécifiques qui peuvent moduler l'action thérapeutique. Et donc finalement, la meilleure façon de produire un effet placebo, c'est de donner un traitement réellement efficace. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu de l'homéopathie. J'ai choisi cet exemple un petit peu pour vous montrer, pour mettre un petit peu en œuvre ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, à la fois avec Serge et puis avec ce que je vous ai dit au début. On va l'appliquer sur un cas concret pour voir un peu quelle idée on peut se faire de l'homéopathie. Donc j'ai choisi d'abord de vous expliquer ce que c'est vraiment l'homéopathie, parce que quand je discute avec les gens, alors finalement, en fait, à chaque fois que je rencontre un nouveau groupe de gens et que je dis que je suis pharmacienne, systématiquement, il y en a au moins un qui me demande ce que je pense de l'homéopathie.
Donc j'ai eu largement le temps depuis 20 ans de me poser la question. Donc, et je constate aussi que beaucoup de gens finalement parlent de l'homéopathie, mais finalement ils ne savent pas ce que c'est. Et quand ils sont persuadés que l'homéopathie marche chez eux et que je les questionne un peu sur ce qu'ils prennent, bon, en fait ce qu'ils prennent, ce n'est pas de l'homéopathie. Ils sont persuadés de prendre de l'homéopathie, mais ce n'en est pas. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que l'homéopathie. Alors, au niveau de l'historique et de l'homéopathie, en fait, ce principe a été inventé par Samuel Hahnemann en 1796. Et c'est basé sur trois piliers, le principe de similitude, le principe d'infinitésimalité et le principe de globalité. Je vais vous détailler ça tout à l'heure. Et il y a un deuxième nom qui est connu dans le monde de l'homéopathie, c'est celui de Jacques Benveniste, notamment avec un papier qu'il a sorti en 1984. Donc Jacques Benveniste, c'est un chercheur qui était sous contrat chez Boiron, donc Boiron, le leader des fabricants d'homéopathie, et qui en fait a fait des recherches sur le mode d'action de l'homéopathie, et qui a sorti une théorie de la mémoire de l'eau qui est encore à l'heure actuelle très fortement contestée. Alors, le principe de l'homéopathie. Donc d'abord, le principe de similitude, c'est quoi? C'est de dire qu'on va pouvoir vous soigner un symptôme avec une substance qui provoque à forte dose le même symptôme et qui à faible dose, à dose infinitésimale, va pouvoir le guérir. Donc par exemple, si vous avez un coup de soleil, vos symptômes, c'est douleur et rougeur. Donc vous allez chercher autour de vous, dans la nature, qu'est-ce qui provoque ce symptôme-là. Et ben, on a par exemple les abeilles. Les abeilles, quand elles vous piquent, vous avez une douleur et une rougeur. Donc le principe de l'homéopathie, ça consiste à dire que, par exemple, pour soigner un coup de soleil, eh ben, on pourrait utiliser de l'abeille à une dose infinitésimale. Et c'est le Apis mellifica 30 CH, par exemple, qu'on peut utiliser en cas de coup de soleil, par exemple. Non, ce n'est pas du venin d'abeille, c'est de l'abeille. Je vais justement vous expliquer. Alors, comment on fabrique Apis mel 30 CH? On prend des abeilles vivantes et on les fait macérer dans un solvant qui peut être de l'eau ou de l'alcool. On va agiter, ça c'est très important, il faut toujours agiter à mort. Et donc, on obtient ce qu'on appelle une teinture mère. Ensuite, on va faire les dilutions. Donc, on va prendre 1 millilitre de la teinture mère. Elles sont plus vivantes au stade de la dilution. elles sont noyées en bonne et due forme. Et donc, on va prendre 1 millilitre de teinture mère et le diluer dans 100 millilitres de solvant, donc de l'eau ou de l'alcool. Et on va obtenir ce qu'on appelle la première CH. CH, c'est centésimale hahnemannienne, puisque c'est Hahnemann qui a décrit ce mode de dilution. On secoue encore une fois et on continue. Donc 1 millilitre de 1 CH avec 100 millilitres d'eau, on obtient 2 CH, etc., etc., etc. Et quand on arrive à 5 CH, en fait, là, on a déjà dilué 1 litre de teinture mère dans le lac de Genève. Donc ça vous donne une idée du 30 CH, en fait. Alors une fois qu'on a fait nos dilutions, on va les laisser s'absorber sur des granules. Donc on va mettre les granules dans une boîte. Donc quand c'est des préparations magistrales, on utilise juste des boîtes de pétri comme ça. Quand c'est fait en milieu industriel, ce sont de grosses cuves mélangeuses. Et donc on va mettre quelques gouttes, enfin en tout cas une quantité de liquide adaptée au nombre de granules. Et encore une fois, on va secouer, secouer, secouer parce que sinon ça ne marche pas. Et quand on a fini, on met ça dans les petits tubes et ça donne Apis mel. Alors, l'eau, oui, à la fin, elle s'est évaporée, effectivement, au bout d'un moment. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, le troisième principe, c'est le principe de globalité. Alors, l'homéopathie, en fait, il y a deux approches. Il y a d'une part soigner les symptômes aigus, c'est-à-dire, vous faites piquer ou vous avez un coup de soleil, vous vous cognez. Et donc, on va choisir effectivement une souche qui correspond aux symptômes. Et on a aussi le traitement des symptômes chroniques. Et donc, finalement, un homéopathe digne de ce nom, quand vous allez le consulter, il va vouloir traiter votre symptôme dans la globalité de votre corps. Donc, il va d'abord vous questionner très longuement sur tout un tas de choses. Tu peux passer pour essayer de vous déterminer ce qu'on appelle un profil homéopathique. Alors,
je m'en suis noté un avant de venir, c'est assez rigolo. Par exemple, si au niveau de votre personnalité, vous êtes quelqu'un de plutôt anxieux, qui craint la solitude, qui est méticuleux, que vous êtes un petit peu agité, mais en même temps asthénique, vos points forts, c'est que vous êtes ponctuel, vous aimez la précision. Au niveau de votre physique, vous êtes une personne mince, aux traits fins, au teint pâle, aux extrémités froides. Vous préférez en fait les aliments gras et acides. Et vous avez tendance à alterner les pathologies physiques de type asthme ou eczéma avec des phases d'excitation, de bien-être et de dépression. Et bien, si vous répondez à ces critères-là, vous êtes du type Arsenicum album. Voilà. Et donc, le médecin homéopathe va vous prescrire un traitement de fond qui va viser finalement à vous rééquilibrer et qui va donc être compatible avec le profil Arsenicum album. Donc, le principe de globalité, finalement, c'est un traitement personnalisé et c'est des traitements de fond. Ce n'est pas des traitements ponctuels, c'est des choses qu'on prend au long cours pour se rééquilibrer. Voilà pour les principes de l'homéopathie. Alors finalement, pourquoi j'en suis venue à douter de l'homéopathie? Donc, ça a été quand même assez long, en fait, toute cette réflexion que j'ai eue sur l'homéopathie. On a des cours d'homéopathie à la fac de pharmacie. On nous explique que c'est normal, on va en vendre. Les médecins vont en prescrire, on va en vendre, on va devoir expliquer aux patients comment il doit le prendre, etc. Donc c'est normal qu'on nous explique ce que c'est finalement. Et à un moment donné, je me suis quand même posé la question, mais est-ce que ça a vraiment un effet l'homéopathie? Quand on sait que par exemple après la 12e CH, on n'a plus aucune molécule de teinture mère dans les dilutions. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un effet alors qu'on n'a plus de principe actif dedans? Et cette question-là, je me la suis posée d'autant plus quand j'ai commencé à travailler dans les essais cliniques et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour qu'un médicament obtienne une autorisation de mise sur le marché. Il faut prouver à la fois sa quantité et sa qualité. Donc, il faut prouver ce qu'il y a dedans. Il faut dire comment on le fabrique, quels sont les résidus de fabrication qu'on a dedans, quelles sont les impuretés de dégradation, comment on le dose, avec quelle technique, est-ce que la technique est précise, etc. Donc tout ça, c'est des dossiers énormes qu'on soumet aux autorités de santé pour avoir une autorisation. Et en plus, on étudie aussi au niveau qualitatif, c'est-à-dire est-ce que le traitement a de l'effet, et pour ça, on va donc faire un tas d'études pour caractériser l'effet du médicament. Et tout ça, ça donne des semi-remorques de documentation qui sont déposées aux agences de médicaments qui vont les examiner avant de donner une autorisation. Et là, je me dis, mais comment un médoc où il n'y a rien dedans, mais comment il peut passer cette barrière-là? Et donc, en fait, dans le Code de la santé publique, on dit que l'homéopathie bénéficie d'une procédure simplifiée pour l'obtention de l'AMM, donc autorisation de mise sur le marché. Donc là où un autre médicament doit fournir un dossier qui va être examiné, eh bien, l'homéopathie, il suffit finalement de l'enregistrer. Il n'y a pas d'examen de dossier, on l'enregistre et on obtient l'AMM. Alors là, je me suis dit, bon, il y a peut-être une raison à ça finalement. Les gens qui pondent les lois comme ça, c'est quand même des gens qui savent de quoi ils parlent, donc il y a peut-être une raison à ça. Et donc, j'ai cherché encore un peu, et il y a un autre article du Code de santé publique qui dit que l'homéopathie est exempte de fournir des résultats de tests du moment que l'on documente suffisamment son usage dans la tradition homéopathique. Alors ça ressemble mais très fortement à ce que les esthéticiens appellent un argument moisi, qui s'appelle l'appel à la tradition, l'appel à l'ancienneté, qui est un argument qui est basé sur rien. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, moi je ne peux pas accepter ça en tant qu'argument. Bon, c'est dans la loi, alors on le fait, mais pour moi, il n'y a rien derrière pour étayer ça. Alors qu'est-ce qu'on sait d'autre sur l'homéopathie? 56% des Français en prennent, ou en tout cas en ont pris au moins une fois. Alors ça, c'est oui, me semble, ouais. Et donc sur ça, c'est une autre moisissure argumentative qui s'appelle l'appel à la popularité.
Mais en fait, on sait bien que c'est pas parce que une majorité de personnes ont une opinion sur quelque chose que ça démontre pour autant la véracité du fait. Donc ça, c'est pareil, c'est pas un argument que je peux prendre en compte. Ensuite, on a énormément de témoignages positifs. Moi, à chaque fois que je discute d'homéopathie, j'en ai au moins 10 qui me disent « Oui, mais chez moi, ça marche. J'avais un rhume la semaine dernière, j'ai pris de l'homéopathie, et puis en 3 jours, c'était passé. » Ok, peut-être, c'est même sûrement vrai, mais on a vu tout à l'heure que le témoignage, c'était pas une preuve. Donc ça, j'en veux pas non plus. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut que je me demande? C'est est-ce qu'on a fait des essais cliniques? Est-ce qu'on a expérimenté? Est-ce qu'on a finalement généré une connaissance par rapport à ça? Donc, voilà, si j'applique l'autodéfense intellectuelle sur ce cas de l'homéopathie, je suspends d'abord mon jugement. Et c'est vrai que pendant des années, quand on me demandait ce que je pensais de l'homéopathie, je répondais que je ne savais pas, qu'il y avait du pour et du contre. Voilà, et puis j'ai mis quand même plusieurs années à me faire une idée là-dessus. Et donc, j'ai recherché la connaissance qu'on a sur le sujet. Donc, est-ce qu'on a eu des protocoles d'études? Est-ce qu'ils ont été publiés? Est-ce qu'on a des résultats dans un sens ou dans l'autre? Et quel est le consensus scientifique? Donc j'ai fait un petit exercice pour vous faire une petite démo de comment on peut se faire une idée là-dessus. Donc je suis allée sur une base de données qui s'appelle PubMed et qui répertorie toutes les publications scientifiques qui ont trait aux sciences médicales. Et donc si je tape homéopathie en mots-clés dans cette base de données, il me sort 5500 références. Donc là, c'est clair, je ne vais pas me taper les 5500 publis. Donc je vais mettre un filtre supplémentaire et je rentre des mots-clés études, double aveugle, placebo, et il m'en sort 175. Donc là, ça fait encore un petit peu beaucoup pour que je les lise tous et que je regarde les conclusions. Donc j'ai rentré des mots-clés supplémentaires comme efficacité, bénéfice, significativité, etc. Donc j'ai un petit peu moins de publics qui sont sortis, on avait une vingtaine je crois. Et donc là, sur les 20 qui sont sortis, j'ai effectivement lu les abstracts et j'ai trouvé 9 études positives. Alors quand je dis 9 études positives, c'est des études où la méthodologie était correcte et qui étaient aussi publiées dans des journaux renommés, donc où il y avait eu une revue et où l'expérience a été reconnue comme étant positive. Donc il y en a 9 sur les 175, et ça fait à peu près 5%. Et donc 5%, c'est en fait le risque qu'on se fixe dans les essais cliniques. On a 5% de rejeter à tort l'hypothèse nulle, on le sait. Donc quand on a comme ça des milliers d'expériences qui sont faites, c'est normal qu'on en trouve 5% qui soient positifs. C'est pas surprenant. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va aller dans le sens de dire si l'homéopathie a un effet. Donc quand je dis étude positive, ça veut dire qu'on a montré finalement que l'homéopathie a un effet supérieur au placebo. Les études négatives, c'est celles qui ont montré que l'homéopathie n'avait pas d'effet supérieur au placebo. Donc là, en faisant ce petit exercice, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même soumise à mon propre biais de confirmation, parce que moi, j'ai déjà mon idée arrêtée sur l'homéopathie, donc j'ai peut-être un peu biaisé le screening des études là. Donc je suis allée voir s'il existait des méta-analyses. J'ai trouvé 17 méta-analyses qui ont analysé à peu près 900 études. Et sur les 17, en fait, il y en a 2 qui présentent un résultat positif, que je connaissais déjà. Il y en a une qui date de 97, et à la suite de laquelle il y en a eu de nombreuses autres, justement pour voir si on pouvait répéter ça. Et on n'a plus jamais après trouvé de résultats positifs, sauf tout récemment, je crois que c'était en 2016, une nouvelle méta-analyse. Et ce qu'elle avait de différent par rapport à celle de 97, c'est qu'elle a examiné en fait des études qui étaient réalisées dans le cadre du principe de globalité, donc avec des traitements individualisés, qui fait partie du principe de l'homéopathie. Et donc cette méta-analyse a été faite par le professeur Robert Matty, qui est le président de la Société homéopathique britannique, je crois, et qui conclut, alors sa conclusion, elle est quand même assez, un petit peu, elle n'est pas très franche, où il dit que l'homéopathie pourrait avoir un petit effet supérieur au placebo, mais que quand on considérait les sous-groupes de chaque pathologie, on n'arrivait dans aucune des pathologies à montrer un effet. En général, quand une conclusion emploie comme ça l'imparfait, c'est qu'il y a anguille sous roche, il y a baleine sous gravillon, c'est que soit que la méthodologie est pourrie, soit qu'on est juste en dessous du seuil de significativité. Et donc, en fait, dans cette publi, ce qui s'est passé, c'est que
Il a analysé 36 études. Et sur les 36, il y en a 20 qui ont été classées à risque de biais élevé. Et il n'y en a que 3 qui étaient classées à risque de biais faible. Donc finalement, les conclusions qu'on en tire, il faut quand même faire attention, puisque la plupart des études qui ont été analysées là-dedans étaient soumises à des biais importants. Que disent ensuite les instances médicales? Par exemple, l'OMS s'est prononcée très clairement et par écrit contre l'homéopathie pour le VIH, la tuberculose, la malaria, la grippe et la diarrhée infantile. Ça, c'était en 2009. Alors pourquoi ces 5 maladies-là? C'est simplement parce qu'ils ont été mis en demeure par un collectif de médecins britanniques de prendre position sur ces 5 maladies. Donc ils ont répondu à ces 5 maladies. Sur les autres, ils n'ont pas vraiment pris de position claire, mais là, ils ont finalement quand même été obligés de prendre une position. Donc on voit bien que la grippe, l'homéopathie n'est pas recommandée dans la grippe. La grippe, c'est le traitement oscillococcinum dont on fait de la pub à la télé, etc. Donc, voilà. On a aussi un papier de l'Académie de médecine de 87 qui dit que la prescription de médicaments homéopathiques ne se justifie que dans les manifestations pathologiques guérissant spontanément. Ça veut quand même tout dire. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce qu'on peut trouver sur l'homéopathie comme connaissance. C'est des choses qui ont été testées, examinées, relues, etc. Et donc, avec ça, on peut se faire une opinion. Et cette opinion, on va très bien pouvoir la réviser un jour s'il y a de nouvelles informations qui arrivent, si on trouve de meilleures méthodes d'expérimentation qui montrent quelque chose de différent. À ce moment-là, il sera temps de réviser notre opinion. Mais pour le moment, on peut se faire une opinion avec ce que j'ai présenté là. Oui. L'OMS a recommandé l'homéopathie dans certaines pathologies. Alors ça, je ne sais pas, par contre. Je t'enverrai le papier. D'accord, je veux bien. Elle disait qu'en fait, l'OMS recommandait l'homéopathie dans certaines pathologies. Donc, voilà, j'avoue mon ignorance à ce sujet. D'accord. Alors, quand on en arrive là, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin et de parler de la mémoire de l'eau? Alors moi, je vous propose tout simplement de se souvenir de ce qu'a dit mon copain Bernard Le Bouillet de Fontenelle. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Et il dit même qu'il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens. Oui, il faut expérimenter pendant des années, vérifier, etc. Et la plupart des gens courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fond. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est pas. Donc, pour moi, en fait, la connaissance qu'on a là-dessus, c'est que l'homéopathie n'a pas d'effet propre. Elle n'a pas d'effet supérieur au placebo. Donc, au mieux, elle a le même effet que le placebo, mais elle n'a pas d'effet propre. Donc, moi, je n'ai pas envie de perdre du temps et de passer mes dimanches à lire des publis sur la mémoire de l'eau. Ça ne sert à rien. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que, d'abord, si on arrive à montrer un effet intrinsèque de l'homéopathie, à ce moment-là, je m'inquiéterais de savoir comment il est produit. Mais là, dans l'état actuel, je ne parlerai pas de la mémoire de l'eau parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Ni de la mémoire du sucre, d'ailleurs, puisqu'on m'a posé la question. C'est la même chose. Pour moi, il n'y a même pas lieu d'en parler. La mémoire de la bouteille. Peut-être. Et je voudrais poser une question. Oui. Donc, si on admet que l'homéopathie, c'est uniquement l'effet placebo, est-ce que dans les autres médicaments allopathiques, il y a des placebos qui existent commercialement et que le médecin Alors non. prescrit? Non, ça n'existe pas parce que ça devrait mettre en œuvre des procédés de fabrication, de traçabilité, etc., qui ne sont pas réalisables à l'échelle, si vous voulez, commerciale. Le médecin qui fait appel aux effets placebo ne peut prescrire que de l'homéopathie. Non, il y en a dans les hôpitaux. Est-ce que tu peux répéter les questions à chaque fois pour l'enregistrer? Oui, bien sûr. Tu as dans les hôpitaux des placebos qui peuvent Oui, être alors ce qu'on me demandait, c'est s'il y avait des placebos qui étaient commercialisés comme placebos. Donc ma réponse c'était voilà, que ça posait un problème de fabrication, de traçabilité. Comment voulez-vous que dans chaque officine, le pharmacien sache, puisque le placebo est censé avoir le même aspect que le produit actif, donc vous aurez la même boîte, etc. Donc il faudrait que dans chaque officine, le pharmacien mette en place un système qui lui permette de savoir lequel est le placebo ou pas. Ça c'est tout à fait... Alors, ce qui est arrivé, par contre, que j'ai eu à faire, moi, quand je travaillais en officine, c'est que j'ai eu des médecins qui prescrivaient
des gélules de placebo en préparation magistrale. Donc on préparait des gélules de placebo à l'officine pour ce patient. Donc en préparation magistrale, oui, c'est tout à fait faisable. Dans les hôpitaux, il arrive aussi que le médecin décide d'injecter de faire une injection d'eau salée à un patient qui souffre énormément, voilà, pour temporiser un peu, le temps de l'évaluer par exemple. Donc, alors, dans la plupart du temps, le patient ne le sait pas. Et alors, qu'est-ce qui est indiqué dans la composition pharmaceutique du placebo sur la notice? Il n'y a pas de notice puisque ce n'est pas un produit commercialisé. Bah oui, mais alors quand on le... Alors en fait, on sait tout ça sur le placebo parce que le placebo, on l'utilise dans les essais cliniques. Quand le médecin le prescrit. Il ne va pas le prescrire. Il va pas prescrire de placebo. Il va soit l'administrer lui-même au cabinet ou à l'hôpital, ou alors il va mettre l'ordonnance pour le pharmacien, il va mettre gélule de lactose 3 fois par jour pendant 3 mois. Ou alors il va prescrire de l'homéopathie. Ou alors il va prescrire de l'homéopathie. Ou alors c'est un complot et tu le sais, tu ne le dis pas. Donc finalement, j'ai quand même une petite conclusion. Pour ceux qui ont encore la patience de rester, je ne sais pas où j'en suis, mais c'est un peu... en conclusion, finalement, qu'est-ce que la science nous apprend? Eh ben, elle va nous apprendre finalement ce qu'on sait, pas ce qu'on croit, mais ce qu'on sait. Et donc, la science, elle peut nous permettre de répondre à la question, l'homéopathie est-elle efficace? La réponse, c'est, elle n'est pas plus efficace qu'un placebo. Et d'autre part, on sait que l'effet placebo existe, il a aussi été démontré scientifiquement. Mais il y a des questions à laquelle la science ne va pas répondre et qui font toujours débat, qui feront toujours débat. C'est par exemple la question pour ou contre l'homéopathie. Ça, c'est pas la science qui va répondre à ça. Parce qu'il y a tout un tas de questions qu'il faut envisager pour répondre à cette question-là. Je vous donne quelques exemples, je vais pas m'étendre, mais voilà, je vais vous donner des exemples de questions qu'on peut se poser pour dire si on est pour ou contre l'homéopathie. On a par exemple, on peut considérer on a dit que l'homéopathie n'avait pas d'effet du point de vue de la science, mais par contre, elle a peut-être une efficacité du point de vue du patient. Si vous vous souvenez du petit schéma là, non, il va pas me le mettre. Vous vous souvenez quand je vous ai présenté les 3 histogrammes que le groupe placebo en fait avait une efficacité supérieure au groupe qui ne prend pas de traitement. Donc du point de vue du patient qui va prendre un placebo ou de l'homéopathie, je mélange les deux dans mon exposé, et ben pour lui il y aura un effet puisque c'est supérieur au cas où il ne prend rien. Et finalement le rôle de la médecine c'est de soulager les maux psychologiques et physiques. Donc, est-ce que dans ce cas-là, la médecine n'a pas rempli son rôle puisque finalement le patient est soulagé? Donc ça, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Il ne veut plus. Voilà, ensuite, on peut se poser la question, j'en ai parlé tout à l'heure, le recours à l'homéopathie placebo entretient-il la confiance dans le recours obligatoire aux médicaments pour se soigner? Et de là, le conditionnement consommatoire de médicaments. On râle assez en France parce qu'il y a une surconsommation de médicaments, et notamment d'antidépresseurs, etc. Mais justement, le recours à l'homéopathie ou au placebo, est-ce que ça n'entretient pas ça, justement? On peut aussi se poser la question du placebo comme alternative thérapeutique et ses limites. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc effet placebo, oui, c'est très intéressant, plutôt que le placebo en tant que médicament, par exemple. Et ses limites, eh ben, il y a des maladies où ça ne marchera pas, tout simplement, et là où il faut recourir à des traitements reconnus. Est-ce qu'on doit rembourser l'homéopathie ou le placebo? Alors là, pareil, on peut dire que le placebo peut être considéré comme un traitement, et dans ce cadre-là, pourquoi ne pas le rembourser, puisque ça soulage? Mais d'un autre côté, en France, on dérembourse aussi des médicaments non homéopathiques, qui sont certes des placebos notoires, mais on les dérembourse. Donc pourquoi on rembourse l'homéopathie? Voilà, donc ça c'est un petit peu le cadre de questionnement qu'on peut avoir. Non, ça ne coûte pas moins cher que les autres médicaments. Non. Les coûts de production sont les mêmes en fait. Le coût du traitement est le même? Si les coûts de production sont identiques et qu'on veut l'administrer comme placebo d'un médicament de référence, il va être vendu au même prix. Et le coût de production, comme je disais, il n'est pas principalement lié à la matière première, il est lié à tout l'environnement pharmaceutique. Donc que ce soit qu'on produise un placebo, moi je le vois parce que je fais produire des placebos pour les essais cliniques, le coût c'est le même. Un médicament actif ou son placebo, c'est le même coût. Ensuite, on peut se demander s'il est recevable que des entreprises pharmaceutiques qui commercialisent l'homéopathie n'investissent ni ne contribuent à la recherche biomédicale.
Donc ça, c'est un petit peu à chacun d'évaluer ça. Moi, ça me pose un énorme problème parce que je vois ce que ça coûte, la recherche biomédicale. Je vois aussi l'apport que ça amène, puisque la recherche biomédicale, elle est collaborative, hein, même des labos pharmaceutiques qui sont concurrents les uns des autres, ils vont quand même mettre en commun leurs recherches pour faire avancer la science médicale. Donc pour moi, un labo qui se contente d'engranger des bénéfices sur la base de l'efficacité du sucre et qui ne vont pas finalement contribuer à la recherche collaborative, ça me pose un petit problème. Le recours à l'homéopathie, est-ce que c'est pas susceptible d'entretenir des croyances et la pensée magique avec toutes les dérives que ça peut entraîner? Donc je vous invite à réfléchir là-dessus. Donc finalement, ce débat pour ou contre l'homéopathie, il va faire appel à un tas d'autres considérations, des considérations éthiques, sociétales, économiques. Ça va faire appel à nos propres convictions, à nos propres valeurs. Mais ça va, pour le coup, ça ne va pas faire appel à la science. Donc quand un gouvernement choisit de reconnaître l'homéopathie comme alternative thérapeutique, ou quand un gouvernement choisit de rembourser l'homéopathie, eh bien, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. C'est quelque chose de très complexe. Et il n'y a pas de réponse formatée noir ou blanc, puisque dans chaque cas, on va pouvoir argumenter le pour ou le contre. Donc, dans ce cadre-là, toutes les opinions sont entendables, mais il faut les argumenter correctement. Et dans l'argumentation, il ne faut pas remettre en question ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est ce qu'il y a en haut. C'est que ce n'est pas plus efficace qu'un placebo. Ça, on ne peut pas le remettre en question. Par contre, tout le reste, ici, ben, on peut en débattre. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à garder l'esprit critique. Voilà. S'il y a des personnes qui ont encore la patience de rester pour poser des questions, ça ne me pose pas de souci. Alors, je n'ai pas dit que le placebo. Alors, la question c'était tout médicament a intrinsèquement un effet placebo. Et donc, alors, si on donne un médicament qui a une activité, il aura autant d'effet placebo que le placebo tout seul. Si c'est dans le même contexte, oui. C'est-à-dire que la composante placebo du médicament actif sera du même ordre que l'effet du placebo dans le même contexte. Donc ça veut dire que le médicament actif sera plus efficace parce qu'il y aura sa composante spécifique. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a d'accord d'ailleurs des médecins dans mon entourage qui, quand ils veulent prescrire un placebo parce qu'ils estiment que dans le contexte de leur patient, c'est leur décision qui est décision médicale à un placebo, eh bien il verra qu'il faut annoncer l'homéopathie. Parce que l'homéopathie c'est un super placebo, c'est un nom latin, ça nécessite une consultation longue, c'est un traitement personnalisé. Donc tout ça, ça fait que l'homéopathie c'est un super placebo. Et il y a des médecins qui l'utilisent vraiment comme si aux effets. Alors, on se demande si l'effet placebo marche quand même quand le patient le sait. Alors, ça marche dans certaines conditions. Les gens, il y a beaucoup de gens qui se prennent l'homéopathie comme pensée magique par rapport à l'homéopathie. Ils ne savent pas que ça marche. Bon, alors par rapport au... qu'est-ce qui se
passe quand on sait qu'on prend un placebo. En fait, il y a eu des expériences de fait où on a en fait testé la proposition de conditionnement sur la prise de placebo. Et il y a une expérience qui a été faite en 2015 où on a en fait provoqué des douleurs à des sujets qui participaient une douleur parachalale dans les dispositifs sur le bras et qui provoquait une douleur. Et après ça, on leur a administré une pommade antalgique qui est en fait un placebo, mais le patient ne le savait pas. Dans un groupe, on a opéré ce processus pendant 4 jours, et dans un autre groupe, on a fait ça seulement pendant une journée. À l'issue de cette période, soit de 4 jours ou d'un jour, on a révélé aux patients que sa pommade, en fait, c'était un placebo. Et dans le groupe qui avait été conditionné pendant 4 jours, il y a eu une persistance de l'effet analgésique, malgré le fait que le patient sache que c'était un placebo. Et ça, c'est parce que pendant 4 jours, il avait été conditionné au fait que s'appliquer une pommade diminuait sa vitesse. C'est répété. Mais ça permet d'entendre. Et donc, dans le groupe qui est conditionné pendant seulement un jour, le conditionnement n'était pas suffisant. Et donc là, effectivement, on n'a pas vu de persistance de l'effet analgésique. Donc il y a vraiment un rôle de conditionnement. Non, parce qu'on a voulu parler justement, on a voulu mettre en œuvre dans les mécanismes de conditionnement. Pour le mettre en œuvre, il fallait y aller plus facilement. Et il y a une deuxième expérience. Là, on a en fait sélectionné des patients qui avaient des douleurs lombaires persistantes et qui étaient traités par un traitement standard depuis 3 mois par leur médecin traitant. Et donc ça, c'était les critères de sélection. Hein. On a sélectionné ces patients-là et qui prenaient un médecin depuis 3 mois. On a évalué leur douleur. Ensuite, on leur a administré pour une partie d'entre eux dans le groupe 1 un comprimé supplémentaire qui était du placebo, et là le patient savait d'emblée que c'était du placebo, mais on l'a rajouté à leur traitement standard. Et dans l'autre moitié des patients, on n'a rien fait, on les a laissés poursuivre leur traitement standard, et on a constaté que l'efficacité antalgique était supérieure dans le groupe 1. Donc là, le patient savait qu'il avait un placebo, mais il avait déjà été conditionné pendant 3 mois à prendre un traitement antalgique, donc je ne sais pas, il prenait 2 comprimés par jour, et là on leur rajoute un 3e comprimé. Et donc l'effet de conditionnement fait que l'attente est supérieure, malgré le fait qu'on sache que c'est un placebo, parce qu'on prend 3 comprimés au lieu de 2. Et du coup, c'est le processus de conditionnement sur le temps. Donc ça peut marcher quand on sait qu'on prend un placebo, mais l'effet est quand même plus faible. Et il faut vraiment ça marche dans certaines circonstances bien précises. Oui, c'est génial. C'est absolument génial. La première question, c'est qu'on a fait des tests sans le traitement standard pour vérifier. Ouais, non. La deuxième question, c'est la douleur, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Est-ce que c'est pas très scientifique la douleur? Il n'y a pas, on va dire, vous avez mal à 3. Alors ça, je peux répondre parce que j'ai passé 13 ans dans la recherche clinique sur le système nerveux central, psychiatrie et neurologie. Et donc, on a fait beaucoup de tests sur la douleur. Et en fait, la douleur, oui, c'est subjectif, mais ça s'évalue très bien avec des outils qui ont été validés. Donc, on a des échelles. Alors, il y a soit c'est sous forme de notation, donc on demande au patient de noter sa douleur entre 0 et 10. 0, c'est pas de douleur, et 10, c'est la douleur la plus forte qu'il n'ait jamais ressentie. Donc, le reste, c'est relatif au patient. Et il y a la même chose, c'est une échelle, en fait, c'est une ligne de 10 cm, et le patient met un signe là où il situe sa douleur sur cette ligne. Et il y a d'autres moyens d'évaluer la douleur chez les patients qui ne peuvent pas parler, par exemple, c'est des échelles qui sont des questionnaires en fait, d'évaluation par le personnel soignant. Donc il va évaluer le patient s'il grimace, s'il y a des postures qui lui font, qui ne prend pas pour éviter d'avoir mal, etc. Donc il y a des outils qui sont très performants et reproductibles pour mesurer la douleur. Voilà. J'attends une question, une anecdote, parce que donc, là en avril, j'ai fait le marathon de Boston aux États-Unis, et puis on donne, je crois,
ça fait plein d'échantillons, de trucs alimentaires, de pâtes dessus, machin, tout ça. Mais en compte, il y avait de la même marque, 3 granules dans un petit sachet. Si vous avez une crampe, et puis la même marque aussi, une huile de massage, soi-disant homéopathique. Alors peut-être qu'il y a une dilution homéopathique dedans, mais si vous avez une crampe, l'huile spécifique. Et puis, je me dis même les 3 granules, quelqu'un qui a mal et tout ça, les met dans sa bouche et puis ça fait saliver tout ça, donc je pense, il y a un effet. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, mais je ne dis pas que l'huile soit homéopathique, mais c'est tout simplement parce que l'huile pour masser son muscle, ça fait Il y a beaucoup de médicaments topiques homéopathiques où en fait c'est le massage qui fait l'effet, mais pas le produit. Tout à fait. Sur la diapo où tu présentais la méta-analyse que toi tu as faite, il y avait. Oui, non, c'est là. Non, 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 pour retrouver la slide. Ouais. Déjà, PubMed, c'est gratuit ou pas? On peut y accéder ou les parties qui publient sont gratuites. Ça, c'était les étoiles, j'ai la carte. Non, c'était la carte. D'accord, donc ok. Et là, j'ai bien compris que tu dis il y a 5% d'études positives, ça veut dire qu'il y a 95% d'études qui sont négatives. C'est ça? Sur les 175. L'étude négative, c'est celle où on n'a pas réussi à rejeter l'hypothèse. Ouais. Et toi, tu dis 5% d'études positives, c'est-à-dire 5% sur les 175, il y en avait 9 qui concluaient un effet d'homéopathie supérieur au placebo et où effectivement la méthodologie était correcte. Ce que je me demande par rapport à ça, justement, c'est est-ce que c'est à chaque fois par rapport à un seul médicament homéopathique ou bien Ça dépend, il y a des études qui s'intéressent à un symptôme bien précis avec le même traitement pour tous les patients. Et il y a d'autres études qui estiment un traitement homéopathique, quelle que soit la pathologie. On trouve un peu de tout. Et elle n'est pas soit qui n'ont pas des méthodologies valides, soit qu'on a des conclusions sur des studies. Non, elle est hyper minutieuse, Ok. Moi, mon problème avec l'homéopathie, que tu n'as pas souligné à la fin, c'est le fait que si quelqu'un prend l'homéopathie et va se soigner avec, il va peut-être pas prendre un vrai traitement qui marche. Parce que, comme tu as dit, on pourrait l'utiliser comme placebo, mais tu avais dit dans la déontologie, le médecin prescrit le placebo que s'il n'y a rien d'autre qui marche. Donc du coup, je crois que c'est Warren qui avait annoncé qu'il voulait guérir le cancer, le VIH, avec l'homéopathie. S'ils n'ont pas de preuve clinique que ça marche, est-ce qu'on va les interdire de le vendre? Parce que pour moi, il est là. Parce que surtout le problème, c'est que, enfin, pour le cancer par exemple, parce que c'est la radiothérapie, la chimio, ça terrifie les gens. Alors si on leur dit non, tu prends des granules de sucre et ça va aller mieux, surtout que c'est des plantes, enfin il y a le. Comment dire? Il y a le. Non mais c'est ça, mais. Beaucoup. Voilà. C'est quoi l'effet du mur d'hydratation? C'est préconisé dans le sommeil, la dépression. Ça améliore pas les choses. On étudie les avantages du mur de Berlin et c'est tous les symptômes que ça. Voilà, parce que je prends quelqu'un comme ma mère, par exemple, qui confond phytothérapie. On lui dit, tiens, tu peux soigner un cancer avec des plantes. Elle a vu ce que ça donne sur les gens, la chimiothérapie, et elle choisira les plantes. Mais on peut soigner les plantes à la plupart des médicaments, c'est à la base Sur les symptômes. et c'est là où les médicaments sont meilleurs, c'est pas pareil que l'homéopathie. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut faire attention aux limites. C'est ce que je disais quand je parlais d'utiliser le placebo comme alternative thérapeutique. Il faut quand même connaître les limites de ça.
Et les limites de ça, c'est que voilà, vous n'allez pas soigner un cancer, alors que il y a des pathologies où ça ne marche pas. Oui, ça c'est des cas comme ça. Moi, j'en ai vu parce que j'étais dans une excellente pharmacie, dans un service micro-hémato. On avait des patients justement qui ne supportaient pas la chimio, qui avaient vu leur dernier mois de manière plus sereine, etc. Et puis qui revenaient en fin de vie, qui venaient à l'hôpital parce que la famille voyait dans quel état ils étaient, et nous les ramenait, et puis là, c'est l'affaire, je les ai Il n'y a pas eu récemment en Italie le parent qui s'est fait traduire en justice. En fait, c'était un enfant qui avait une otite qui a été soigné à l'homéopathie. Et malgré l'aggravation des symptômes de la fièvre, là, je ne sais pas ce qu'il en est réellement du cas, médicalement parlant, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on a vu dans la presse. Et que non, cet enfant est mort d'une infection cérébrale, parce que les filles ont été soignées, il avait généré une infection du cerveau. Donc ça, c'est les limites de l'homéopathie. Les parents, parce que non, mais ça, peut-être pris ça. Refus de soins, parce qu'ils n'ont pas pris le médicament. Je crois que le cas des parents, c'était plutôt le cas des gens qui avaient donné un lait végétal à leur c'était les parents. Dans le cas de l'otite, je crois que c'est les symptômes qui m'ont donné. C'est difficile parce que les parents déjà sont affligés. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que je ne sais pas vous, moi j'ai faim.